20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de ce 20h. La colère des vendeurs de moutons installés sur le terrain de la chapelle Saint-Maurice d'Angers. Ils sont obligés de s'acquitter d'une caution de 50 000 francs CFA, une initiative du maire des HLM qui se justifie dans ce journal, vous l'entendrez. Qui dit Tabaski pense forcément à solidarité. Certaines mairies de Dakar essaient de perpétuer ces traditions en venant en aide aux nécessiteux. Mais l'acte 3 de la décentralisation est devenu, selon elle, un facteur bloquant. Le Sénégal déterminé à réglementer le secteur du béton et réduire considérablement les effondrements d'immeubles. La loi est entrée en vigueur ce 29 août. Le calvaire des populations de la cité millionnaire de Grand Yoff. Elles subissent de plein fouet les désagréments du pont de l'émergence. Ce sera l'objet de notre reportage du jour. Présidentielle gabonaise, l'analyste politique Abdoulo affirme l'existence d'une fraude de grande envergure. Il déplore le silence de l'Union africaine. L'invité du 20h, c'est le professeur Mbaye Ao. Il est économiste et planificateur. Il sera avec Antoine Diouf. Ce sera en fin de journal. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les vendeurs de moutons établis sur le terrain de la chapelle Saint-Maurice d'Angers en colère. En effet, ils sont obligés de s'acquitter d'une caution de 50 000 francs CFA, une décision de la municipalité des HLM qui ne se justifie pas selon eux. C'est un reportage signé Chertidiane John et Younous Diata. Il y a 2 jours, les éleveurs installés sur le terrain de la chapelle Saint-Maurice d'Angers sur l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba ont reçu la visite de l'équipe municipale des HLM. Ils sont sommés de payer la somme de 50 000 francs, une pilule difficile à avaler. Nous ne gagnons que 15 000 francs sur chaque bête. Et quand on nous demande de payer 50 000, ça c'est vraiment dur pour nous. Les opérations de Tabaski, je le pratique depuis 6 ans maintenant. On est obligé de traverser la route pour aller chercher de l'eau. Je voudrais qu'on nous explique davantage ce qui se passe. Il y a une semaine, un agent du ministère de l'élevage nous avait remis une circulaire qui nous permet donc de nous installer là où on veut. Cependant, Thierno Ndoye est venu nous dire de payer 50 000 francs. Pour ces éleveurs, rien ne justifie cette caution fixée par l'équipe municipale des HLM. Payer 50 000 francs, c'est impensable. L'idéal serait qu'on nous explique davantage. Nous n'avons ni eau ni l'électricité. Nous sommes laissés à nous-mêmes. Courant zéro. Toilette mairie bu mag bi moo ñu ko indil. Mais pour lan maire bi di ñu laaj ay 50 000 pour lan fan la ko tek. Cette charge supplémentaire risque d'être un coup dur pour eux. Et puis les précisions du maire des HLM, Babacar Saddirsek, explique cette décision par le désordre et les tracas causés par ces vendeurs qui indisposent les fidèles venus à la prière. Nous l'écoutons toujours au micro de Chertidiane John et Younous Diata. Cette artère, la devanture de l'église et de l'école Sambagé et l'école Wagouniaï 3, nous ne voulions pas que les gens vendent les moutons là-bas, pour 2 raisons. Première raison, l'église a une fête patronale. Nous avions dit, pas avant le 4, personne ne doit ne doit s'installer sur les lieux. Deuxièmement, concernant les écoles, l'inspection a pris une décision de faire des cours de rattrapage pour nos enfants. Dès que ces vendeurs de moutons viennent, tout est barré. Nous voulions les décourager, ça c'est le premier point, pour leur dire de ne pas s'installer sur les lieux. Le soutien des maires aux nécessiteux à l'occasion de l'Aïd el-Kabir, une tradition que certaines municipalités tentent tant bien que mal de pérenniser. C'est le cas à la mairie de Dakar et de Yoff également. Mais avec l'acte 3 de la décentralisation, les choses ne sont plus aussi faciles. Reportage Mambiram Diouf et Mardien.
Avec la Tabaski, comme à l'occasion d'autres événements, surtout religieux, les mairies font dans le social à l'hôtel de ville de Dakar, là où les demandes étaient entre 5 000 et 10 000. Cette année, c'est plus de 22 000. Sur les 22 000, nous comptons au moins honorer à partir de nos capacités pour 10 000 mandats, n'est-ce pas, pour tout Dakar, à raison de 40 000 par mandat, ce qui ferait 400 millions de francs CFA. Donc, raison pour laquelle nous sommes en train maintenant de signer les mandats. Et dans une semaine, n'est-ce pas, les bénéficiaires auront leur argent. Les demandes pour bénéficier de ces enveloppes et moutons deviennent fortes. Les plus démunis privilégiés, à Yoff, c'est un budget de 50 millions de francs CFA qui sera dégagé. On a prévu pour un montant de 50 millions. Je crois que donc ces 50 millions, le conseil municipal a déjà adopté, le maire a approuvé et que donc on a même signé donc le mandat, l'engagement au niveau de la perception pour qu'on puisse donc avoir donc cette disponibilité pour donc donner ce montant aux démunis de la commune de Yoff. Avec l'entrée en vigueur de l'acte 3, les moyens ne suivent pas, reconnaissent-ils, mais la mission est noble. C'est en fonction des communes. Donc là, il y a des recettes. Il faut que donc les communes essaient donc de s'activer pour récupérer les recettes. On essaie de gérer le minimum et on essaie aussi donc de voir donc comment on fait les dépenses pour régler donc ces problèmes-là. Avec l'acte 3, on a noté la faiblesse de nos recettes parce que les fonds de dotation sont à la baisse maintenant. Les fonds de concours, les taxes de la Sénélec aussi, qui nous posent beaucoup de problèmes. Et le coût de l'électricité aussi n'a pas baissé. Donc nous comprenons mal que la taxe sur l'électricité puisse connaître une baisse. Et jusqu'à présent, il y a des problèmes même. Donc on nous donnait 171 millions. Ils ont dit que c'est une erreur. Ils nous ont envoyé 9 millions cette année. Ce qui nous pose d'énormes problèmes pour la Tabaski. Aider des familles pour qu'elles passent une bonne fête de Tabaski, les mairies s'organisent pour garder cette tradition. Mambiram Diouf, à l'approche de la fête de la Tabaski, les Sénégalais de France ne lésinent pas sur les moyens pour envoyer de l'argent à leurs familles restées au pays. Les agences de transfert d'argent ne désemplissent pas en cette période. Malgré la crise économique, les Sénégalais de l'extérieur tentent d'assurer. Un reportage signé notre correspondant en France, Ibrahima Kamara. À l'approche de la fête de Tabaski, les émigrés sénégalais font la queue devant des agences de transfert d'argent à Paris pour permettre à leurs proches restés au pays de passer de bonnes fêtes de Tabaski. À l'approche de la Tabaski, nous sommes obligés, comme d'habitude, d'envoyer de l'argent à nos familles. C'est une obligation pour nous d'envoyer de l'argent à nos proches. Les budgets varient, 300, 500 à 800 euros. Tout dépend des possibilités financières des uns et des autres. Malgré les difficultés financières, je suis obligé d'envoyer 400 à 500 euros. Je ne suis pas en mesure de te révéler moralement des sommes que j'envoie. Je fais ce que je dois faire. Acheter un mouton, des habits et autres besoins de la famille sont parmi les préoccupations des émigrés. C'est l'espoir qui fait tout ceci. Nos parents, proches et amis que nous avons laissés au bled ont beaucoup d'espoir sur nous. Et tout émigré vit cela. Nous sommes obligés d'essayer de les satisfaire par la grâce de Dieu. Même en dehors des fêtes religieuses, les émigrés sénégalais ont l'habitude d'envoyer beaucoup d'argent à la fin de chaque mois afin de subvenir aux besoins de leur famille restée au pays. Nous parlons politique à présent, élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, J-2 à Rufisque, Benno Bokk Yakaar, Elder, Yessal et le Front Patriotique vont se disputer les 2 sièges. La bataille s'annonce déjà intense. Ousseynou Thiam, Biradiagne. À 72 heures de l'élection au Conseil des collectivités territoriales à Rufisque, les 3 listes en lice sont en pleine campagne électorale. Du côté de Benno Bokk Yakaar, on ne doute pas d'une large victoire. Nous avons obtenu un taux de présence de 98% de conseillers qui vont voter, Inch'Allah, le dimanche 4.
Le rapport de force est tel que nous n'avons aucun doute, Inch'Allah, sur la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Notre problème se situe à deux niveaux. Le taux de participation que nous voulons très fort et le niveau de score au soir du 4, gagné avec un score d'au moins 85%. Chez les partisans de Modou Diagne Fada, ils comptent sur l'argumentaire pour briguer le suffrage des élus rufisquois. Mais nous pensons qu'effectivement, nous avons suffisamment d'arguments pour convaincre. Et Yessal innove, parce que je crois que c'est la première fois dans l'histoire, surtout des élections au niveau départemental, pour le scrutin majoritaire départemental, des candidats investis pensent proposer surtout une profession de foi. Donc nous avons proposé une profession de foi et qui contient suffisamment d'éléments qui nous permettront en tout cas de convaincre les conseillers et que nous espérons qu'ils vont agir dans l'intérêt même des populations. Même objectif pour le Front patriotique dirigé par le Parti démocratique sénégalais et ses alliés. Ces derniers promettent de convaincre le maximum de conseillers municipaux et départementaux pour remporter cette élection. Et puis en conférence de presse, la coalition Longo Liguel Sénégal appelle ses conseillers à voter Benno Bokk Yakaar, une manière pour eux de consolider la démocratie. Nous écoutons leur porte-parole interrogé par Thierno Laurent Mendy. L'ensemble des conseils que nous avions eus dans ces localités, c'est un appel. Malgré que nous soyons allés là et que nous continuons d'y aller pour les booster, nous demandons de manière solennelle à ce qu'ils votent les listes Benno Bokk Yakaar. La coalition Longo Liguel Sénégal. Nous sommes ensemble et nos conseillers, nous voulions simplement leur demander, partout où ils sont, de pouvoir voter à l'unanimité pour la liste Benno Bokk Yakaar. Je vous l'annonçais dans les titres, le Sénégal veut réglementer le secteur du fer à béton, une manière d'en finir avec les effondrements d'immeubles. Une loi est entrée en vigueur depuis ce 29 août. En ce sens, Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian nous en disent plus. En plein boom immobilier, le Sénégal fait face à de nombreux chantiers. Mais malheureusement, beaucoup de bâtiments s'effondrent dû à une mauvaise qualité du fer à béton, élément incontournable pour la construction, d'où une réglementation du secteur. Nous avons tous constaté malheureusement quelques drames avec des affaissements d'immeubles, mais également des entreprises industrielles spécialisées dans la fabrication du fer qui ont eu un certain nombre de difficultés du fait de la concurrence déloyale d'un certain type de fer importé dont la qualité laissait à désirer. Ainsi, une loi est entrée en vigueur depuis le 29 août 2016 pour fixer les normes sur les caractéristiques de ce fer à béton. Je crois que cette rencontre d'aujourd'hui qui nous a permis justement d'échanger sur cette nouvelle réglementation, et je rappelle qu'il fixe les normes sur les caractéristiques physiques, mais également les tolérances qui sont sur la longueur du fer, sur le diamètre. Cette nouvelle réglementation aussi travaille sur les caractéristiques mécaniques, ce que les spécialistes appellent l'élasticité ou la capacité de résistance de ce fer, mais même sur l'armature du fer. Et des mesures strictes vont être prises pour le respect de cette réglementation par les différentes entités qui œuvrent autour de ce matériel de construction. Si, et j'ai dit tout à l'heure, si à l'issue de votre procédure d'importation de fabrication, on constate qu'il y a dysfonctionnement par rapport à la norme, j'ai demandé à ce que votre agrément soit retiré l'année prochaine. Cette nouvelle réglementation permet aussi de sauver ce secteur qui bat de l'aile au Sénégal et mettre à la disposition des consommateurs un fer de qualité. Notre reportage du jour s'intéresse au calvaire des populations de la cité millionnaire de Grand Yoff, un quartier enclavé à cause du pont de l'émergence qui leur pose beaucoup de désagréments, même si une partie loue les avantages de l'infrastructure. Cheikh Hassan Affal et Thierno Laurent Mendy, reportage. Des habitations délabrées, des ruelles impraticables, c'est le constat qu'on peut faire au niveau de la cité millionnaire de Grand Yoff depuis l'installation du pont de l'émergence. Toutes nos maisons ont des fissures à cause du bruit que faisaient les machines lors de la construction du pont. Madame Ndiaye, quant à elle, ne partage pas l'avis des autres. Il y a des gens qui habitaient derrière, qui se disaient que
quand ils avaient un malade, ils ne pouvaient pas sortir à cause parce qu'une voiture ne pouvait pas passer. Mais actuellement, j'ai vu qu'on a déblayé tout ici et qu'une voiture peut passer. Enfin, une petite voiture, une grande voiture ne peut pas passer, mais une petite voiture. Mais hormis ça, moi je pense que la construction du pont vraiment nous apporte de bonnes choses. Dengone Diop, trouvé devant sa maison, se dit victime d'inondations à cause du pont. Le manque d'éclairage favorise des actes de banditisme aux abords de la cité. À cause du pont, l'eau de pluie se déverse dans nos maisons, jusque même dans nos chambres. On ne sait plus quoi faire. Le pont n'est pas éclairé, il fait très sombre. Donc la nuit, on n'ose même pas sortir du fait des nombreuses agressions. Depuis son inauguration, le pont de l'émergence plonge les résidents de la cité millionnaire un peu plus dans le désarroi. Nous allons à Louga à présent. Dans le cadre de la modernisation de l'agriculture, un lot de 25 tracteurs a été mis à la disposition des producteurs. Des séances de formation ont été aussi initiées pour assurer la bonne utilisation du matériel agricole. L'objectif visé à travers cette initiative, c'est d'accroître considérablement la production agricole dans la région de Louga. C'est une correspondance signée Tiernophal. Il s'agit d'un programme de renforcement de capacité des bénéficiaires des tracteurs que le distributeur et ses partenaires ont mis sur place pour assurer leur pérennisation. Notre rôle, c'est également de suivre la pérennité de ce matériel, mais aussi de faire de la formation qu'on a démarré. Déjà, nous avons un programme de 1000 jeunes à former, parce que s'il faut mettre cette année 2000 tracteurs, ça signifie qu'il faut au moins 4000 conducteurs et former également plus de 2000 propriétaires d'équipements ou de groupements d'équipements. La formation a été suivie avec beaucoup d'intérêt par les jeunes qui ont été recrutés pour conduire ces engins, mais également par les opérateurs qui sont les propriétaires. Ça, c'est important de prendre en compte que la machine, c'est comme l'homme, elle doit être entretenue et les vidanges, les graissages sont des points très importants pour que l'engin ait une longue vie. L'atelier a été organisé en partenariat avec l'ONG ABI qui a acheté un lot de 8 tracteurs subventionnés par l'État qu'elle a offert à des groupements de producteurs de Louga. Les tracteurs ont été acquis grâce à l'appui de l'ONG ABI sur le programme de l'État. Vous savez, dans ce programme, donc l'État a payé les 60%, a subventionné les 60% et l'ONG ABI a payé les 40% pour 8 groupements qui se trouvent au niveau de Léona, dans la zone de Kermomarsar et dans la zone de Koki. Ces machines ont été acquises dans le cadre de la coopération entre l'État du Sénégal et celui du Brésil. Au total, un lot de 25 tracteurs a été mis à la disposition des producteurs de la région de Louga. Retour à Dakar, c'est pour aller à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. S'il y a des malheureux dans la fermeture du campus universitaire, ce sont bien les commerçants qui officient. Le manque à gagner est énorme pour eux, disent-ils. Certains envisagent même de retourner au village pour cultiver la terre. Un reportage signé Pape Faraning et Mardia. Des cantines fermées, des commerçants qui plient bagages. La fermeture de l'université Cheikh Anta Diop a fait beaucoup de malheureux, surtout à quelques jours de la Tabaski. Nous sommes tous des soutiens de famille et à l'approche de la Tabaski, qu'on ferme nos boutiques, c'est vraiment dur. Vacances c'est très difficile à quelques jours de la Tabaski de fermer l'université parce que nous les travailleurs, on va sentir ça. Parce que vraiment, on voulait qu'on laisse au moins jusqu'à vers le 10 ou bien le 15 de ce mois pour pouvoir préparer notre Tabaski convenablement. Ça ne va pas arranger les boutiques qui sont là, quoi. J'aurais préféré, à la place des gens de l'administration, j'aurais préféré que nous sommes après Tabaski, quoi. Une décision qui provoque un manque à gagner énorme. Vraiment, on travaille chaque jour. Bon, si toutefois d'un seul coup, tu arrêtes le travail, là, c'est un manque à gagner. On va directement au chômage, mais je crois bien qu'il y a d'autres qui vont trouver quelque chose à faire. En ce moment, on ne fait rien. Certains vont retourner dans les régions. Les commerçants invitent le recteur à revoir cette manière de faire. Le recteur doit vraiment revoir ses décisions, car beaucoup de nos clients viennent de l'extérieur de l'université.
fii lieu de commerce la suñu clients yi bëri ci biti la ñuy jógee. Ils vont rester pendant 2 mois sans travail. Il faut rester 2 mois sans travail. Durant 2 mois, les commerçants de l'université Cheikh Anta Diop vont devoir chercher une autre occupation. Certains d'entre eux préfèrent retourner au village pour cultiver la terre. Des innovations dans la grille des programmes de la radio Futur Média. Elles concernent surtout les émissions d'RFM Matin et d'RFM Soir. Et c'est pour le plaisir des auditeurs. Chérif Dia, Modou Diop pour plus de détails. RFM offre un cadeau pas comme les autres à ses auditeurs. De nouvelles formules dans les émissions phares de la radio. Parmi elles, RFM Matin, l'émission qui réveille les Sénégalais. Il y a plus d'interactivité, plus de live, les chroniqueurs qui viennent en direct en studio et même l'invité, ça c'est la grosse innovation d'ailleurs. On n'a pas l'habitude au Sénégal, surtout les hommes politiques, pas que, hein, et bien d'autres, ils n'ont pas l'habitude d'aller en studio à la radio le matin. On veut cultiver ça chez tout le monde. On a Mamles Camara, on a Pape Sambakan, on a Diatou Cissé, on a Mbaye Sidi Mbaye. Ce sont des gens qui ne sont plus dans les rédactions, qui ont forcément pris du recul, qui ont un autre regard sur l'actu. À partir de 8h, Babacar Fall cède la place à Didier Boups. Il assure désormais la deuxième partie de l'émission. Il s'agit bien d'un talk show. J'ai le rôle principal de présentateur du talk show. Donc je joue le rôle principal du présentateur à partir de 8h, d'introduire d'abord la grande édition Wolof et puis après continuer avec les rubriques à suivre jusqu'à 10h. Il y a aussi Allo Présidence avec 3 comédiens qui essaye de joindre le président de la République au palais, notamment Ndiaye, notamment Père Boukhar et notre très cher doyen. Ces innovations sont plus que nécessaires de l'avis du directeur des programmes de la radio Futur Média. Le besoin était là de toujours rénover pour ne pas s'installer un peu dans la routine. Après 13 ans quand même d'existence, on avait vu l'opportunité de revoir ce programme, de le réaménager. C'est vrai que ça a été donc renouvelé entre-temps depuis 2013, mais cette fois-ci on a senti nécessaire de juste le réaménager, par exemple de toucher aux principales émissions, notamment RFM Matin, et vraiment nos auditeurs ont bien réagi. Donc on a vu également que le résultat est là et qu'on avait emprunté le bon chemin. Tout le monde a été mobilisé, du directeur à l'agent le plus simple, et ça a donné son résultat. Depuis sa création en 2003, RFM continue d'innover pour mieux satisfaire ses auditeurs et conforter sa place de leader dans le paysage radiophonique sénégalais. La rencontre vient de s'achever à l'instant. Le Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal, est né. Opposition et société civile confondues se disent prêtes à engager une bataille pour le respect des libertés publiques, la fiabilité du processus électoral et la persécution des lanceurs d'alerte. Les leaders donc de ces organisations faisaient face à la presse cet après-midi. Nous écoutons Déthié Fall, le porte-parole du jour, des propos recueillis par Adi Atala et Thierno Laurent Mendy. Conscient de la volonté farouche du pouvoir de réprimer tout discours d'alerte sur ces pratiques prédatrices, conscient que cette gouvernance calamiteuse se trouve à la base des crises qui frappent tous les secteurs d'activité du pays, décidons d'engager toutes nos forces pour la réalisation des objectifs suivants. 1. Le respect des libertés publiques garanties par la Constitution, notamment le droit de manifester et d'égal accès aux médias du service public. 2. Le retour à un processus électoral fiable et consensuel. 3. L'arrêt du pillage des ressources du pays, la fin immédiate de la persécution des lanceurs d'alerte et l'instauration de la transparence dans la gestion des affaires publiques.
Je vous l'annonçais dans les titres, la réélection d'Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon continue de susciter des réactions. Abdou Khadre Lo, analyste politique, affirme qu'il y a eu bel et bien une fraude de grande envergure et il déplore également le silence de l'Union africaine. Il a rencontré notre reporter Omar Mamadou Bassoum. Réélection d'Ali Bongo au Gabon. Cette analyse politique est formelle. Les résultats proclamés ne sont pas ceux des urnes. Là, on parle d'un électorat de 600 000 électeurs sur une population globale de 1 800 000 habitants. Donc 600 000 électeurs, le décompte, s'ils ont voté samedi, ils auraient pu avoir les résultats le lendemain, le dimanche, dans le pire des cas. À partir du moment où ça a dépassé un certain nombre de jours qu'on ait eu les élections, que hier, mercredi, il était évident qu'il y a quelque chose qui se tramait. Ali Bongo dit avoir gagné, remporté son fief dans l'est du pays avec 100% de participation, ce qui est une première historique mondiale. Ça n'existe nulle part dans le monde. Une zone où tous les électeurs inscrits sur la liste électorale participent au scrutin. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que si le décompte est sérieux, bien évidemment, il a perdu les élections, il faut se dire les choses. Abdoulo déplore le silence de l'Union africaine. Ce qui est regrettable dans toute cette affaire-là, c'est qu'on n'entend pas l'Union africaine. Ali Bongo, je pense qu'il est plus attentif à ses pairs africains, parce qu'ils ont connu pour la plupart ces cas de figure-là. Ils font en général le dos rond, ils laissent passer l'orage. Quelques semaines, quelques mois, après, ils continuent à se pavaner dans les palais du monde, le plus normalement du monde. Si la crise perdure, elle pourrait se terminer par un deal politique entre Ali Bongo et Jean Ping. On est dans la crise post-électorale, mais nos chefs d'État savent gérer cela, en général. Ils mettent les moyens militaires dans la rue, ils contrôlent, il y a quelques dommages collatéraux, comme ils disent, mais ce sera quelques semaines. Après, s'il y a un soulèvement qui dépasse, bien évidemment, les projections, ils appellent à un gouvernement d'union nationale. L'essentiel pour eux, ce n'est pas à exclure. S'il y a vraiment, ça dépasse, si vous voulez, un certain seuil, il n'est pas à exclure qu'ils disent à l'autre, venez, on gouverne ensemble. Donc. En attendant, les affrontements continuent entre les partisans de Jean Ping et les forces de l'ordre. Les appels au calme de la communauté internationale se multiplient. La présidentielle gabonaise occupe également une bonne place dans la page internationale, signée Ibou Diouf. Le président gabonais Ali Bongo attend ce jeudi l'opposition qui conteste sa réélection, jugeant que la démocratie s'accommodait mal de la prise d'assaut d'un parlement, tandis que son ministre de l'Intérieur annonçait un millier d'interpellations depuis mercredi soir. Le chef de l'État, dont la réélection a été annoncée mercredi en fin de journée par la commission électorale, a été suivi dans la nuit d'émeutes meurtrières et de pillages à Libreville et dans d'autres villes du pays. Dans la capitale notamment, le Parlement a été incendié par des manifestants. Jean Ping, le leader de l'opposition, revient sur l'attaque de son quartier général de campagne dans la nuit qui aurait fait 2 morts. Il dit ne pas être en mesure de pouvoir lancer un appel au calme. Au lendemain de la réélection d'Ali Bongo au Gabon, les tensions restent très vives à Libreville, la capitale du pays. L'opposant Jean Ping a affirmé sur France 24 que son quartier général avait été pris d'assaut par les militaires et 2 personnes ont trouvé la mort. En République démocratique du Congo, ouverture du dialogue politique sont les principaux ténors de l'opposition. Le dialogue national doit commencer ce jeudi 1er septembre 2016 en République démocratique du Congo. Cérémonie officielle entachée par l'absence de poids lourds de l'opposition. Il réclame toujours la libération des prisonniers politiques, la libération des médias proches de certains partis, ainsi que le changement de facilitateur. Au Venezuela, opposants et partisans du pouvoir en place se mobilisent ce 1er septembre dans les rues de Caracas, dans un pays frappé par une crise à la fois économique et politique, alors que certains de ses leaders ont été arrêtés par le gouvernement chaviste de Nicolás Maduro. L'opposition réclame toujours un référendum révocateur contre l'actuel président. En Birmanie, le gouvernement, l'armée et une quinzaine de groupes ethniques rebelles se sont réunis depuis mercredi dans la capitale. Objectif, essayer de mettre un terme à 70 ans de guerre civile. Mais à peine arrivé, cette conférence sur la paix, les représentants de l'un des mouvements ont déjà claqué la porte, illustrant la méfiance qui règne dans les relations entre le gouvernement, l'armée et la rébellion. Football, la tanière vit bien à 48 heures du match Sénégal-Namibie, match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017. Le défenseur de l'équipe nationale du Sénégal, Fallou Diagne, ajoute également l'importance de la présence d'un public nombreux pour les pousser au sans faute dans ces qualifications. Il est interrogé au micro de la FSF.
Ça se prépare bien mentalement et physiquement. Et on se prépare bien pour le match. Donc, tout le monde sait que le match là, c'est important pour continuer sur le lancé qu'on est depuis 5 matchs ou 6 matchs. Donc on se prépare bien pour le match. C'est important, le groupe, on se connaît déjà tous ensemble, donc on s'entend bien, donc tout se passe bien. On prie pour le bon Dieu pour que ça continue comme ça. C'est comme toujours, comme d'habitude. On est là, un message de prier beaucoup pour nous et de venir nombreux aussi samedi pour le match, pour nous supporter. Parce que ça nous donne de la force aussi pour continuer sur le lancer. Sport et agriculture, deux activités qui peuvent aller de pair. La Coupe du maire de Médina Wandifa dans la région de Sédhiou a permis de tenter l'expérience. Une parcelle de 2500 mètres carrés est prévue pour le vainqueur de la finale de la Coupe du maire. Plus de détails avec Salah Samb et Bakary Kanté. L'innovation de taille de l'année 2016 de la Coupe du maire de Médina Wandifa est l'octroi d'une parcelle de 2500 mètres carrés à l'équipe vainqueur pour l'agriculture, l'élevage et l'aquaculture. Avec ces projets, plusieurs emplois seront créés sur ce site. Donc je disais que l'espace là pourrait permettre à ces jeunes-là de pouvoir réaliser des projets comme des projets de maraîchage. Il serait important aujourd'hui, tel qu'on voit les ASC avancent, tel qu'on voit les ASC se promouvoir, donc il serait important de les accompagner dans la mise en place des projets. C'est pourquoi nous avons pensé à attribuer en tout cas un domaine important comme 2500 mètres carrés à l'ASC vainqueur qui va peut-être demain recevoir son attestation d'attribution et à partir de là, s'il pense avoir fait des projets dans cet espace-là, le conseil est là, on va les accompagner, on va les assister, on va les orienter pour vraiment afin que ces ASC-là puissent en tout cas aller le plus rapidement possible comme des autres, à l'image des autres ASC. L'ASC Diamono a battu l'ASC Entente au tir au but par 4-3 après un nul blanc. La finale a été jouée sous une pluie avec la présence effective du sous-préfet de Diaroumé. Les deux équipes ont reçu plusieurs équipements et une enveloppe financière de 300 000 francs CFA. Bakary Kanté, merci. C'est cet élément qui met fin à cette édition. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Et nous vous laissons avec Bouba, c'est pour les besoins de la permanence. Bouba, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane, et merci à toi pour l'information. Le point final de ce 20h, vous le savez, c'est l'invité qui arrive dans un instant. Mesdames, Messieurs, tâtons le pouls du système fiscal sénégalais avec le professeur Mbaye Ao, économiste planificateur. Il est reçu dans cet entretien par Antoine Diouf. Antoine, bonsoir. Bouba, bonsoir et merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur ce plateau, le professeur Mbaye Ao, économiste planificateur. Il est également formé par le système des Nations Unies, membre du laboratoire LARET de la FASEC, enseignant à l'université